Anna subit les effets du déterminisme sous plusieurs formes. Le déterminisme social avec les rapports de classe, les rapports de genre, et le déterminisme de la violence, une violence qui s'est inscrite en elle durant son enfance et qui conditionne son existence. Et c'est tout l'objet de la lutte harassante qu'elle mène, une lutte de tous les instants. Elle veut se défaire de ce déterminisme et surtout, elle veut en protéger son fils. Il est difficile d'échapper à sa condition pour des raisons qui tiennent tant à soi qu'à l'extérieur. On s'impose des limites, on répète des schémas inconsciemment, par habitude, par éducation, par culture. On s'autocensure, on doute de sa valeur et lorsqu'on parvient à s'extraire à force de talent, de travail, de chance aussi, et bien souvent on va éprouver un sentiment d'imposture. Et ce sentiment va traverser Anna et surtout son fils Léo, qui, bien que né dans la bourgeoisie, va ressentir le poids de ses origines, va ressentir qu'il n'est pas du même rang que ses camarades et qu'il doit se satisfaire d'une place d'éternel second. Au-delà de ça, accéder à une classe sociale plus élevée, eh bien, c'est faire face à la défiance d'autrui, parfois même au mépris, c'est faire face à des structures qui sont souvent verrouillées, qui fonctionnent essentiellement sur la base de l'entre-soi. Et tout ça fait qu'on va se sentir en sursis, et c'est le cas d'Anna. Anna pressent que la place qui lui a été accordée est provisoire et elle va vivre sur une ligne de crête avec la crainte perpétuelle d'être renvoyée à ses origines au premier faux pas. Anna est une femme d'une quarantaine d'années, elle est pharmacienne dans un petit village très chic de la Côte d'Azur. Elle a épousé Hugues, un fils de bonne famille, et ensemble ils ont eu Léo. Alors Léo, il vient d'avoir 18 ans, il s'apprête à passer son bac, Anna l'adore, et à première vue, c'est une famille quasiment idéale. Mais ces apparences vont voler en éclats lorsque Léo va être brutalement interpellé et incarcéré un matin. À partir de là, on va découvrir qu'Anna a occulté son passé, a rompu les ponts avec son enfance et qu'elle vit aujourd'hui masquée, déguisée, qu'elle joue un rôle conforme bien sûr à ce qu'on attend d'elle dans cette bourgeoisie qu'elle habite désormais. Un rôle qui est destiné à les protéger, elle et son fils, d'une résurgence de ce passé. Au fond, Anna est passée d'une prison, symboliquement parlant, à l'autre. Elle n'a jamais été libre, ni dans cette première vie qu'elle a subie, ni dans sa seconde vie qu'elle a choisie. Et c'est à partir du moment où elle va en prendre conscience qu'elle va devenir dangereuse. Je visite très régulièrement des établissements pénitentiaires, ça fait maintenant plusieurs années. Je suis notamment engagée auprès de la fondation M6, qui est une fondation entièrement consacrée à l'univers carcéral et qui organise chaque année un très grand concours d'écriture auquel participent des centaines de personnes détenues. Alors c'est très particulier. C'est une expérience qui permet de croiser des itinéraires très singuliers, très variés. C'est un défi permanent aussi, parce qu'il faut s'abstenir de tout jugement. Mais au final, c'est une expérience, une aventure humaine très enrichissante et vraiment unique. La littérature, lorsqu'elle va sur le terrain de la prison, se concentre en général sur ce qui se passe entre les murs. Et c'est tout à fait passionnant parce que l'expérience de l'incarcération change radicalement les êtres. Mais avec ce roman, j'avais envie d'aller plus loin et d'explorer les effets de l'incarcération sur les proches, sur la famille, sur l'entourage. Un proche incarcéré, c'est une bombe dans l'existence d'une famille, ça redistribue les cartes complètement. On vit au rythme de la personne détenue, en fait au rythme imposé par l'incarcération, celui des parloirs. On subit aussi la géographie puisque notre proche n'est pas forcément incarcéré
près de chez nous, mais surtout, et c'est ce que je montre à travers le personnage d'Anna, on plonge dans un désarroi immense parce qu'on est saisi d'un sentiment d'impuissance. On ne peut pas aider, consoler, rassurer le proche, encore moins les premiers temps lorsqu'on n'a pas de permis de visite, puisqu'il faut un certain temps pour le recevoir. Et cette impuissance-là, eh bien, elle va détruire intérieurement les proches. Il y a aussi le regard des autres. La prison, ça reste un marqueur social très important. Et là encore, on le voit dans ce livre. La prison, l'incarcération fait le vide autour de soi. Et d'une certaine façon, on peut dire que les proches sont condamnés au même titre que le détenu. Ils sont condamnés à une peine qui parfois, pour le coup, est à perpétuité. Mes influences, c'est un kaléidoscope, c'est très mouvant. Bien sûr, on y trouve de la littérature, de la poésie, mais aussi des essais, on y trouve de la musique, on y trouve du cinéma, l'art sous toutes ses formes, on y trouve les paysages que je traverse, la nature, on y trouve les rencontres, chaque rencontre, et les rencontres elles sont nombreuses, chaque parcours que je croise nourrit mon inspiration. Donc il est très difficile pour moi de vous citer un nom, bien entendu, lorsqu'on est adolescent au lycée, on a des auteurs qui nous marquent. Je pourrais vous citer Victor Hugo, Romain Gary, Albert Camus, Dostoïevski et Bulgakov, Faulkner, Steinbeck et tant d'autres. Mais je crois que aujourd'hui, la vérité, c'est que mes influences changent d'une minute à l'autre. Et mes influences aujourd'hui, eh bien, elles sont différentes des influences qui étaient les miennes hier, et elles sont différentes aussi de ce que seront mes influences demain.